En 1847, Faustin Soulouque, un général de 63 ans, sans ambition politique, devient président d'Haïti de manière inattendue. Élu à son insu lors d'une étrange élection, l'élite politique voit en lui, à ce moment-là, une marionnette facile à manipuler. Cependant, Soulouque déjoue tous les pronostics et consolide rapidement son pouvoir par des méthodes bien à lui. Il instaure un régime de terreur et se fait couronner empereur d'Haïti. Entre répression sanglante, invasion militaire en République dominicaine et intrigues politiques, Soulouque transforme Haïti en une dictature. Le parcours de Faustin Soulouque offre le récit fascinant d'un homme illettré qui défie toutes les prédictions passant du statut d'esclave à celui d'empereur. Découvrez l'histoire de Faustin Soulouque, le dernier empereur d'Haïti. L'année où il est devenu président, Faustin Soulouque était un général et commandant de la garde présidentielle. Il est arrivé au pouvoir dans des circonstances étranges et particulières, on l'a dit. Voici comment. Le 1er mars 1847, alors qu'il fait sa sieste habituelle après le déjeuner, quelque chose est en train de se dérouler au même moment. C'est l'élection du président de la République. Ce n'est pas quelque chose qui l'intéresse particulièrement, car il n'a pas d'ambition politique. Il demande alors à ses hommes de le réveiller une fois le nom du nouveau président est connu, afin qu'ils puissent aller le féliciter. À ce moment-là, 2 hommes politiques connus étaient candidats pour le poste de président. Il s'agit du général Alphonse Souffrant, homme politique très respecté, et le général Jean-Paul, ancien ministre et maire de Port-au-Prince. Au milieu de sa sieste, un soldat vient le réveiller pour l'annoncer qu'une délégation du Sénat l'attend dans son bureau. Il pense alors qu'on vient lui annoncer le nom du nouveau président. Quelqu'un de la délégation lui dit sur un ton solennel « Monsieur le Président, je vous apporte les félicitations du Sénat et de la nation. » Soulouque pense qu'il s'agit d'une mauvaise blague et face à l'insistance de la délégation qui persiste à l'appeler Monsieur le Président, il s'énerve et profère des menaces aux membres de la délégation qui, pensait-il, se moquent de lui. Finalement, pour le convaincre, on a dû lui expliquer en détail ce qui s'était passé au Sénat pendant l'élection du président. Petit rappel, il faut savoir qu'à l'époque, l'élection du président de la République se faisait au suffrage universel indirect, ou plutôt au scrutin indirect, si vous préférez. Donc, c'étaient les parlementaires qui élisaient le président. Donc, ces élections pour désigner le nouveau dirigeant d'Haïti à la suite du décès du président Jean-Baptiste Richer étaient un véritable casse-tête. Après 8 tours de scrutin, on n'arrivait pas à départager les 2 candidats. À chaque fois, aucun des 2 n'obtient la majorité constitutionnelle. Les votants ne sont pas nombreux. Il s'agit des seuls sénateurs. Et chacun s'accroche à son candidat favori. Mais comment faire ? Mais un fait curieux se produit à chaque des 8 tours des élections. Il y a un bulletin au nom de Faustin Soulouque. À chaque fois qu'on refait voter les sénateurs, Faustin Soulouque, qui n'était même pas candidat, obtient une voix. Quelqu'un s'était peut-être adonné à ce petit jeu pour ne pas voter l'un des 2 candidats. Au moment où on s'apprête à effectuer un 9e tour des élections, Bobouin-Ardouin, qui était alors président du Sénat, propose aux sénateurs de désigner Faustin Soulouque, considéré comme une personnalité neutre, puisque l'Assemblée est incapable de se mettre d'accord pour désigner le chef d'État. C'est ainsi que Faustin Soulouque est élu président d'Haïti. Soulouque ne savait ni lire ni écrire, mais il avait appris péniblement à écrire son nom une fois arrivé au pouvoir. Il est né esclave à Petit-Goâve, il a été affranchi, puis est devenu un soldat courageux. Il a participé à la guerre d'indépendance et a servi aux côtés du général Lamarre au Môle Saint-Nicolas pendant la révolte contre Henri Christophe. Boyer, qui avait de l'estime pour lui, l'a nommé commandant de la garde de Plaisance et Jean-Baptiste Richer, qui appréciait sa fidélité, lui avait confié le commandement de la garde présidentielle. Mais personne, à commencer par l'intéressé lui-même, ne voyait en Soulouque un président de la République. Et ce choix n'était pas innocent. Ceux qui avaient élu Soulouque
pensaient faire de lui un jouet, l'instrument docile qui servirait leur cause. D'ailleurs, on l'appelait bonhomme Kouachi. Et Soulouk n'était pas stupide, il avait compris qu'il avait été choisi pour servir un clan. Mais il ne va pas se laisser faire, même si au début, il paraissait jouer le jeu de ceux qui l'ont mis au pouvoir en conservant les ministres de son prédécesseur. Le nouveau chef d'État, une fois élu, s'installe donc au Palais national et place ses hommes dans les postes clés du pouvoir. Il crée une police secrète chargée de déjouer les complots contre la sûreté de l'État et parfois aussi d'inventer ces complots quand le besoin se fait sentir. Soulouk se débarrasse d'abord de ceux qui l'ont porté au pouvoir. Séligny Ardouin, parlementaire, ministre de l'Intérieur, frère de Bobo Ardouin, le président du Sénat qui a fait désigner Soulouk comme président, est arrêté et exécuté à Croix-des-Bouquets. Il a eu apparemment un différend avec le président. Un autre ministre du nom de David III est arrêté en personne par Soulouk. Il sera par la suite exécuté par le général Jean-Louis Bellegarde, gouverneur de la capitale sur ordre du président. Le principal exécuteur des basses œuvres du régime de Soulouk était un général du nom de Maximilien Augustin, connu sous le pseudonyme de Similien, également chef de la milice du pouvoir appelée les Inglins, une milice qui sémait la terreur dans la population. Les Inglins, c'est l'ancêtre des Tontons Macoutes. Et puis, Zinglin fait penser aussi aux Inglindos, les bandes armées qui commettaient des crimes abominables pendant le coup d'État de Jean-Bertrand Aristide. Alors, pourquoi cette similitude? On ne sait pas. Ce général Similien connaîtra lui aussi une fin brutale au fond d'un cachot. Le 16 avril 1848, Soulouk fait arrêter et massacrer tous ceux qui s'opposaient à lui, en particulier les mulâtres. La grande préoccupation de Faustin Soulouk était d'unifier l'île tout entière afin d'empêcher la présence étrangère dans la politique et la souveraineté nationale. Il tente à plusieurs reprises d'envahir la République dominicaine et à chaque fois, cela se solde par un échec. Ces invasions militaires, accompagnées de pillages et d'incendies, poussent les Dominicains à la guérilla et se terminent souvent par des défaites humiliantes pour l'armée haïtienne. Après sa dernière tentative en 1852, il fait fusiller un grand nombre d'officiers qu'il rend responsables de son échec. En 1848, Soulouk fait modifier la Constitution afin de s'accorder les pleins pouvoirs. Mais cela ne suffit pas. Il décide de changer la forme de son gouvernement. Le 25 août 1849, il se fait proclamer empereur. Le Parlement a immédiatement institué l'Empire d'Haïti avec Soulouk comme empereur sous le nom de Faustin Ier. La Constitution impériale est publiée le 20 septembre 1849. Elle proclame l'empire héréditaire uniquement en ligne masculine légitime, c'est-à-dire qu'à la mort de l'empereur, le pouvoir doit revenir à son fils aîné. Cette constitution déclare la personne de l'empereur inviolable et sacrée. Les sénateurs sont nommés par l'empereur et les enfants mâles de Sa Majesté deviennent membres à vie du Sénat dès qu'ils atteignent l'âge de la majorité. Une noblesse est alors créée avec l'ordre militaire de Saint-Faustin et l'ordre civil de la Légion d'honneur haïtienne. La noblesse compte aussi des chevaliers, des commandeurs, des barons, etc. La particule de « de » est ajoutée devant les noms de tous les nobles. Si quelqu'un s'appelle par exemple André Savane, il devient André de Savane. L'empereur organise une grande fête à la cour tous les jeudis à 5 heures de l'après-midi. On ne s'adresse à Sa Majesté qu'après avoir reçu la permission du grand maître des cérémonies. Les courtisans ne pouvaient rire que si le grand chambellan, le premier des serviteurs de l'empereur, leur disait « Sa Majesté rit, riez, messieurs ». Faustin Ier voulait à tout prix ressembler au grand monarque européen. Pour son sacre, qui a lieu le 18 avril 1852, il commande à Paris un costume identique à celui du sacre de Napoléon. Il a aussi commandé une couronne, un globe terrestre, un trône et plein d'autres objets semblables à ceux utilisés lors du couronnement de Napoléon. Soulouk dépense sans compter afin d'étaler sa grandeur et sa magnificence, et tout cela a évidemment contribué à ruiner les finances publiques.
Pour l'écrivain Justin Bouzon, Soulouk est un chef ombrageux pour qui toute ombre était un fantôme, tout silence était un guet-apens. Cela traduit le caractère à la fois superstitieux et paranoïaque de l'empereur. En effet, Soulouk est décrit par certains historiens comme un personnage profondément superstitieux qui s'entoure d'objets et de fétiches vaudous. Lors de son accession à la présidence, il est confronté à des rumeurs de malédiction au palais national qu'il prend très au sérieux. Il ordonne des fouilles pour déterrer des objets ensorcelés, supposés cachés par ses prédécesseurs. En France, les journaux s'en donnent à cœur joie pour ridiculiser et caricaturer l'empereur haïtien. Ils le font passer pour un souverain ignorant et sanguinaire. Il y a eu beaucoup de tensions et d'agitations dans le pays sous la monarchie de Soulouk. La brutalité de la milice les Inglins, la corruption généralisée et la misère de la population ont créé beaucoup d'agitation. Et pour faire taire les mécontents, l'empereur fait preuve d'une terrible violence. Il fait fusiller les plus téméraires et jeter les autres dans des prisons souterraines où ils sont parfois dévorés par des rats et des insectes. Ces mesures visent surtout à terrifier les opposants. Mais la grogne va bientôt atteindre tout le pays et l'entourage de Soulouk, sentant la fin arriver, se presse de remplir ses poches. Et c'est l'appât du gain qui va précipiter sa chute. Soulouk met en place une taxe considérable sur le café. Cette mesure pèse énormément sur le petit peuple et provoque des protestations généralisées. Le 22 décembre 1858 éclate au Gonaïves une insurrection antigouvernementale. Le général Nicolas Geffrard, chef d'état-major et ancien fidèle de l'empereur, entre en rébellion. Geffrard défie l'armée impériale et prend le contrôle d'une partie du pays. Dans la nuit du 20 décembre 1858, il quitte Port-au-Prince dans un petit bateau accompagné de son fils et de deux de ses fidèles alliés. 2 jours plus tard, il arrive au Gonaïves où l'insurrection a éclaté. Le 15 janvier 1859, les insurgés sont aux portes de la capitale et Soulouk abdique en demandant l'asile à l'ambassade de France, puis embarque à bord d'un navire anglais. L'empereur et ses proches ont tenté d'emmener avec eux des caisses d'or et d'argent à bord du navire, mais ils n'ont pas pu parce qu'il fallait se dépêcher pour sauver sa peau. Plusieurs caisses sont alors pillées par la foule, les autres sont déposées au trésor public, ces sommes seront affectées par le nouveau gouvernement au paiement de la dette française. Les biens immobiliers de l'empereur sont vendus ou intégrés au domaine de l'État. Faustin Soulouk est le chef d'État haïtien le plus moqué et le plus caricaturé de toute l'histoire. Les membres de l'élite haïtienne qui pensaient le manipuler se moquaient royalement de ce chef maladroit et extravagant, mais il les a réduits au silence. En France, les caricatures de Soulouk dans les médias frisent parfois le racisme. Faustin Soulouk était un tyran. Son règne est marqué par une violente répression, de nombreux meurtres et la corruption généralisée. Nous l'avons largement montré. Mais ce n'est pas la seule chose qu'il faut retenir de lui. Soulouk reste malgré tout l'un des rares chefs d'État haïtiens à avoir une grande vision nationale en dépit de sa brutalité. Je vais m'expliquer. Soulouk était obsédé par le projet d'unifier l'île en annexant la République dominicaine à Haïti. Il a mis toute son énergie à la réalisation de ce projet. Il a fait appel à des hommes instruits pour l'aider dans cette mission. Il a rencontré de nombreux obstacles, mais rien ne l'a détourné de cet objectif. Et c'est au cours des expéditions de Soulouk à l'est de l'île qu'il a annexé à Haïti des villes comme Las Caobas, Hinche, etc., qui à la base ne faisaient pas partie du territoire haïtien. Soulouk a encouragé et financé l'émigration de nombreux Noirs américains victimes de l'esclavage vers Haïti qui était alors perçue comme une terre de liberté pour tous les Noirs opprimés du monde. Cette opération n'a certes pas été un succès puisque la plupart de ces réfugiés américains sont retournés aux États-Unis. Mais reconnaissons tout de même que le geste était fort. J'ai réalisé
une émission complète consacrée à l'émigration des anciens esclaves noirs américains en Haïti. Je vous mets le lien en description si le sujet vous intéresse. Donc, Soulouk avait une force de caractère inébranlable. C'est peut-être pour cela qu'il a été aussi si tyrannique. En matière de politique étrangère, il a aussi fait quelques avancées notables. Il a obtenu qu'Haïti ait une ambassade à Paris et à Londres. Et il a considérablement développé les relations diplomatiques d'Haïti à l'étranger, même si c'est parfois au prix de quelques maladresses. Il s'est efforcé à affirmer l'indépendance d'Haïti face aux puissances étrangères, notamment la France et les États-Unis. Il a tenté d'établir des relations diplomatiques avec d'autres nations en Amérique et en Afrique. Soulouk avait une volonté de faire, n'est-ce pas, ce qu'il faut à un grand chef d'État? Mais attention, cela n'excuse pas la violence et la tyrannie de son pouvoir absolu. Le règne de Faustin Soulouk est un tableau contrasté de violence, de brutalité et en même temps une forme de volonté d'indépendance et de consolidation nationale.